Bienvenue dans En toute franchise sur LCI tous les dimanches avec le Parisien. Notre invité aujourd'hui, Michel-Édouard Leclerc. Soyez le bienvenu. Monsieur le président du comité stratégique des centres Leclerc. Nous avons une heure pour parler des prix, du pouvoir d'achat, de l'inflation, de Noël bien sûr, de la croissance qui ne va pas si mal, des produits chinois qui nous inondent et qui ne sont pas conformes. Comment vous nous protéger quand on va dans vos magasins? Beaucoup de questions vont vous poser Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Éditorialiste TF1 LCI, Olivier Beaumont, chef adjoint du service politique du Parisien. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Julien Arnaud va nous rejoindre pour ses questions du tac au tac dans une bonne vingtaine de minutes. Mais d'abord, moi je vous en pose 3. Ouais. Si vous voulez bien, vous répondez par oui ou par non. On aura tout le temps de développer. Michel-Édouard Leclerc, vous avez lancé une opération carburant à prix coûtant, comme Intermarché d'ailleurs, vendredi et samedi, pour les départs en vacances de Noël, dans vos 711 stations-service, sauf erreur. Pour ceux qui partent demain ou un peu plus tard à Noël, vous poursuivez ou pas ? On poursuit, on sera les moins chers de toute façon. Oui. Vous nous direz, si demain, par exemple, si on part, on a toujours cette opération à prix coûtant? Oui, non. Ça ne peut pas s'appeler juridiquement prix coûtant, non, mais ce sera moins cher. Ouais. Le gouvernement a échoué à faire interdire, Michel-Édouard Leclerc, par la justice, la plateforme Chine pendant 3 mois, ce qu'il voulait. Donc il va faire appel. Serge Papin, le ministre du Commerce, l'a dit. Il a raison. Oui ou non? Il s'y prend comme un pied. Le gouvernement s'y prend comme un pied. Il y a un vrai sujet propre à Chine. Mais ça, on va développer. Il a raison ou pas de faire appel? Non. Bon, échec au Parlement qui ne donne pas de budget à la France pour 2026 à ce stade. Est-ce que ça aura des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français? Non. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. On va maintenant donc prendre le temps de développer. On va commencer, Arlette, parce que c'est Noël, on va dans les magasins. Évidemment, on fait ses achats, les chiffres de la consommation. Mais à quoi va ressembler le Noël des Français? Vous devez avoir une idée, forcément, quand on est dans la grande distribution, on sait. Le budget, il est autour de 500 €, si l'on en croit l'organisme Cofidis, 491, dit-il, en moyenne. Ouais. On revient à ce qui était en 2019, à peu près. Moins, dit-on, sur la nourriture et autant pour les cadeaux. Alors vous êtes content, inquiet ou au contraire vous dites c'est formidable, ils vont se faire plaisir, ils vont s'éclater cette année? Alors déjà ça va être une bonne nouvelle, ça va marcher pour nos fournisseurs, pour nos salariés, pour les magasins, pour la consommation française. On a un Noël qui retrouve une certaine sérénité. Alors c'est très dispersé les comportements, ça se résume pas comme ça. En gros, on a quand même une partie de la population française, on dit près d'1 million, les ONG disent près d'1 million de Français qui ont rejoint les 10 millions de Français qui n'ont pas des moyens de vie décents. Donc pour eux, ça rame pas mal. Mais comme on a fait des offres de premier prix, qu'il y a quand même une grosse concurrence entre les enseignes de distribution, Leclerc, Intermarché, Système U, même Carrefour, Lidl. Il y a quand même de quoi passer des fêtes dans le réveillon lui-même et de se faire des cadeaux. Et dans l'ensemble, c'est un bon Noël. Et je vais vous dire comment je le sais, c'est parce que pour la première année, je pense, il y a eu un lien entre Black Friday, il y a quelques semaines, et Noël. C'est-à-dire, moi je ne suis pas un militant de ces fêtes américaines, je ne sais pas ce que ça signifie. À une époque, Black Friday, c'était pour vendre du matériel multimédia, précassé, tout ça. Mais maintenant, c'est l'antichambre de Noël. Et donc, je sais que ça va bien marcher à Noël dans les magasins, par exemple, sur le jouet, sur le multimédia, sur des objets un peu lourds, parce que les gens ont commencé à les acheter, le public a commencé à les acheter à Black Friday. Vous avez fait un gros Black Friday ou dans Oui, on a fait un très gros Black Friday sur les jouets avec des parts de marché considérables. Et alors d'abord, il y a des belles offres, des offres très diversifiées de la part des fournisseurs, dans les jeux vidéo, dans les jeux de société que je croyais de ma génération, qui reviennent, oui, beaucoup. Alors évidemment, c'est pas les mêmes figures sur les cartes, c'est pas les mêmes itinéraires dans Paris. Les Monopoly ont changé, les jeux vidéo
continue Leur croissance. énormément. Il y a un renouvellement. Il y a une petite société. Il y a une société montpelliéraine qui cartonne là aussi. Qui a gagné le prix. Voilà, j'ai une réponse positive sur votre question, Arlette. Noël est un joli Noël. Mais c'est un peu à contre-courant des idées reçues parce que il y a l'incertitude de l'avenir. Vous venez de le dire, non. L'échec des discussions sur le budget n'auront pas d'impact sur le pouvoir d'achat des Français. Donc les Français ont le moral, ils ont envie de se faire plaisir pour cette fin d'année. Non. Comment vous l'expliquez ça ? Pardon. Non, Noël sera un exutoire. C'est pour ça que je dis que ça va marcher. C'est un Noël exutoire. Parce que les Français... Alors, la distribution est un formidable observatoire. Hein. Je parle aux collaborateurs. On a 180 000 collaborateurs dans les centres Leclerc. Je suis beaucoup dans les magasins. Je parle à mes concurrents. On remonte l'information. Et puis, je m'intéresse à la société française. Aujourd'hui, il y a une chape de plomb sur la société française. On en a ras-le-bol de l'information politique au sens de non-décision, d'incompréhension, d'aller-retour. Ça pèse. Ça pèse sur l'incertitude de la consommation, ça pèse sur l'incertitude de l'investissement des ménages et des entreprises. Je vais vous les illustrer, mais la croissance française pourrait être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est. Mais elle est plus forte qu'on le dit. Elle est déjà plus forte qu'on ne le... C'est une surprise. Plus 0,9% en 2025. Pas pour moi. Alors, je suis venu sur vos plateaux à plusieurs reprises, à différentes pour dire... Moi, je ne voulais pas me dire optimiste, donc je disais j'étais volontariste, mais il y a quand même, dans la société française, un flux d'entrepreneurs, et dans chaque catégorie, dans chaque secteur économique, il y a des boosters. Hein, on est dans une période où on est énormément impacté par l'évolution du monde, il faudra qu'on en reparle, il y a beaucoup d'injonctions qui arrivent en même temps. Le temps s'accélère, mais c'est surtout l'addition des injonctions qui nous arrivent comme ça sur chaque métier. Et donc ça paralyse certains, ça paralyse les rentiers, mais ceux qui n'ont rien à perdre s'y mettent, et il y a des belles entreprises qui se créent, qui se développent. Et donc aujourd'hui, la croissance française, elle est tirée par ça. Et sur la consommation, ça pourrait être beaucoup plus carton que ça. Prenez juste... je crois qu'hier, vous avez fait un papier sur ma prime rénov', les vrais chiffres de la prime. Voilà, en fait, on a découvert, disons les choses simplement, on a découvert pendant le Covid, on a redécouvert l'intérêt d'une maison secondaire des grands-parents, dans les successions, à la campagne avec un jardin, qui plus est avec un potager. Il y a quelque chose qui s'est passé très fort, hein, très fort. Et ben voilà, alors on achète neuf, on achète vieux. On rénove ou on rénove pas. Si c'est pas rénové, ça perd de sa valeur. Si c'est rénové, ça prend de sa valeur. Mais en même temps, on ne sait pas de combien, parce que c'est pas constant, c'est pas visible. Et donc, il y a une épargne de précaution qui est faite à ce titre et qui bloque le secteur du logement, en fait, très, très clairement. Et la bagnole, c'est pareil. Alors là, c'est plus le politique, c'est l'industrie automobile. Est-ce que je suis jeune ? Je vais aller travailler en province, il y a moins de transport collectif, il me faut une bagnole, il me faudrait une bagnole. J'achète quoi ? Un thermique, un électrique, un hybride. Les petits modèles, c'est très cher. Et puis, quelle est la valeur de revente de cette voiture ? Et puis, tiens, allez, j'achète pas ma voiture. Au mieux, j'achète une voiture d'occasion et on verra bien. Et le prix le plus bas possible. Ou alors, je vais chez Leclerc ou je vais chez Système U, je loue une voiture. Et aujourd'hui, Leclerc est devenu le premier loueur de voitures. C'est incroyable. Donc vous nous dites, on est devenu le premier loueur de voitures aux jeunes. Mais vous voyez bien la conséquence sur l'industrie automobile. Quand on loue, ou même quand on achète d'occasion, on achète quelque chose qui a déjà été produit. Donc on est sur les freins. Propos de voiture, donc on est sur les freins. On est sur les freins. Mais quand même, j'insiste un peu parce que l'inflation... C'est vous, c'est Arlette qui me le rappelait. Vous aviez dit on va casser la gueule à l'inflation. C'est fait. Bon, ça y est, vous avez cassé la gueule. C'est vous qui avez cassé la gueule de l'inflation ? Oui. Ouais, c'est la... Comment vous avez... Non, mais tout seul, c'est-à-dire que le gouvernement n'y arrive pas, mais Michel-Édouard Leclerc y arrive, ou les distributeurs en général ? L'inflation qu'on a vécue pendant 3 ans, et notamment l'inflation sur l'agroalimentaire, motivée par les uns, par la guerre en Ukraine, par les autres, les difficultés de transport, et tout ça, on est quand même une distribution française extrêmement concurrentielle. On s'aime bien, hein, on revalorise nos métiers tous ensemble. Thierry Cotillard d'Intermarché, vous les avez vus sur les plateaux, Système U, Dominique Schelcher et tout ça, Lidl. On porte, normalement, quand il y a de l'inflation, on reçoit des cailloux dans les vitres. Hein, et là, on s'est mis devant
on a vraiment bagarré, on a renégocié avec les multinationales. Je vous jure que c'est vrai. On ne s'est pas fait des copains, mais aujourd'hui, le taux d'inflation pratiquement zéro sur ces produits de grande consommation, c'est le jeu bénéfique de notre concurrence. Et je nous attribue un rôle pas mal chez Leclerc. Ouais. Décisif. Mais à propos, puisque ça nous intéresse, comment vont évoluer les prix? Qu'est-ce qu'on va payer plus cher ou moins cher? Les carburants, ça baisse. Le prix. Les carburants, pour le moment, ça baisse. Ça baisse. Est-ce que ça va continuer de baisser en 2026? Alors, en 2026, il y a une sorte de taxe il y a une obligation financière qui va porter sur tous les émetteurs d'énergie. C'est la transition énergétique. C'est le privé qui finance une partie de cette transition. Et donc, aussi bien les distributeurs d'électricité que les distributeurs de carburant doivent acheter des certificats d'économie d'énergie aux particuliers, aux entreprises et autres. Donc, ça va se traduire par une hausse automatique du coût de carburant de 4 à 5 centimes à partir de janvier. Est-ce qu'on le verra? Pas forcément, parce que si le cours du pétrole reste comme il est... Ça va être stable, en fait. C'est ce que vous pensez? Je pense que ça va être flat, oui. Ils auraient pu baisser s'il n'y avait pas de cette taxe. Oui. Et en fait, ce sera stable. Par période d'un an et demi, on nous rajoute 5-6 centimes de coût de rachat de certificats d'énergie. Quand le pétrole est à la hausse, ça accélère la hausse. Mais autrement, on ne le voit pas. On vend déjà 70% de taxes. Hein. Le carburant, je ne suis vendeur que de taxes. Vous vous rendez compte? Pour revenir juste là sur les fêtes de fin d'année, vous dites que ce Noël est un exutoire pour les Français, mais est-ce que ça change quand même certaines choses sur leur mode de consommation? Typiquement pour le réveillon, est-ce qu'on reste sur les produits phares habituels, qui sont le saumon, le foie gras, le chapon ou la bûche, ou est-ce que ça va être un petit peu différent cette année? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui se distinguent? Oui, c'est différent. Mais alors là, pour le coup, même si c'est un exutoire, la différence, elle est un petit peu différente chaque année. C'est-à-dire la nouvelle génération, le rôle de préconisation de plus en plus fort des femmes sur des domaines que les hommes se réservaient, par exemple les foires au vin, font que on achète moins, par exemple, des très grandes bouteilles avec des étiquettes, des vins couillus, des vins qu'on disait être des vins de mec, quoi. Et aujourd'hui, il y a plus de travail sur l'accommodation, on dit ça, accommodement, entre les mets et les vins. Ça n'épate plus personne, forcément, de mettre un vin à 70 € sur la table, quoi. Les jeunes aussi mangent plus léger. Il y a des préoccupations sanitaires et de bien-être qui font que tous ceux qui font des salles de sport 2 fois par semaine, même au réveillon, ils se surveillent. Donc la cuisine traditionnelle française prend chaque année 2 ou 3% en moins. Donc moins de dindes fourrées, moins de chapon, c'est ça? Et ça marche bien, donc ça continue, en fait, parce que la France vieillit, mais la génération d'après, c'est un mode beaucoup plus festif, on va danser, on va chez les copains, il n'y a pas que le réveillon, quoi. Enfin, il y a la tradition quand même du dîner de Noël, avec il y a la volaille et la bûche. Alors ça, c'est parce qu'on a d'excellents pâtissiers français qui ont su, en termes de marketing, relancer le chocolat, alors que le chocolat est très cher. Très cher, ouais. Ils ont su relancer un savoir-faire. Et c'est vrai qu'il y a un effet, alors je vais dire de mode, mais c'est un effet de talent, parce qu'il y a vraiment des pâtissiers talentueux qu'on n'a pas dans la grande distribution, mais je les félicite. Ils ont relancé quelque chose qui allait s'effondrer avec le sucre et le prix du chocolat, quoi. Ouais. Alors vous rappeliez que vous avez aidé la grande distribution générale à faire baisser effectivement les prix. Les négociations commerciales viennent de commencer. Vous avez déjà entamé un bras de fer avec les industriels pour les faire plier. Vous parliez du chocolat, vous avez une aventure personnelle avec un producteur, une marque de chocolat, on en a beaucoup parlé, mais d'une manière générale, tous ensemble, vous pensez que vous allez pouvoir faire caler les grands industriels? Oui, je pense que combien pour le moment, sur ce sujet-là, c'est-à-dire... On parlera après des coûts de la transition écologique, énergétique et environnementale, la décarbonation. Il y a quelque chose qui va se structurer et on ne mesure pas encore tout le coût des variables. Mais pour 2026... ils arrivent tous, d'abord c'est cool, tout le monde aborde les fêtes, chacun envoie ses tarifs, mais on n'est pas face à face. Combien en moyenne ils demandent en plus? Entre 5 et 7%, les multinationales. Alors c'est un chiffre moyen, sur le chocolat, tout ça, ça redescend, donc
5 à 7% de demande d'inflation, et nous, on part avec des demandes de moins 2% de déflation, quoi. Et là, quand on parle comme ça, il ne faut pas oublier que ça se passe sur 7000 fournisseurs, dont beaucoup de multinationaux qui font plus de 55% du chiffre d'affaires, qui sont 30 boîtes, 40 boîtes, Procter, Unilever, Mondelez, Nestlé. Alors, pour négocier avec les grandes entreprises, on s'est associé pour être plus fort avec d'autres Européens, parce que l'Europe doit profiter aux consommateurs, et tant pis pour ceux qui nous montrent du doigt. On ne négocie pas là-bas les produits agricoles, on ne négocie pas avec les PME, on négocie avec des entreprises qui ont leur siège à Amsterdam, à Londres ou à Vevey, en Suisse. Et par contre, en France, avec les PME, ça va être beaucoup plus rapide. On les connaît, on prend les mêmes trains, on est sur les mêmes terroirs, et je pense que même... début janvier, on aura une vision avec eux et ils seront privilégiés dans le traitement de la négociation. Olivier. Oui, on le voit en ces fêtes de fin d'année, les achats en ligne explosent, hein, c'est un nouveau mode de consommation des Français aussi, et on voit ces bornes de retrait, de click and collect, c'est le locker qu'on voit partout dans nos territoires, y compris d'ailleurs sur les parkings de grandes surfaces comme les vôtres. Est-ce que ça va amener la grande distribution à changer de modèle, à évoluer? Est-ce que demain on ira au supermarché que pour de l'alimentaire et il y aura moins de vestimentaire, de jouets par exemple que jusqu'à présent? Alors, je vais y aller directement. Je pense que dans 5 ans, 6 ans, 25% du commerce français se fera à partir de plateformes commerciales. Aujourd'hui, c'est 7-8% en gros. Un quart. Et ça va aller très très vite, d'accord? Donc c'est un phénomène très structuré, impactant et déstructurant. C'est un phénomène structuré, tout le monde parle ici de Chine, là d'Amazon et tout ça. Non, c'est un phénomène global. Aujourd'hui, tous les consommateurs qui ont un portable, je cherchais bien, regardent, parcourent les offres, à la fois hier sur les offres type Amazon, Whippy, VP, Le Bon Coin, etc., mais même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils deviennent commerçants. Sur TikTok, sur ChatGPT, on vous propose d'abord une comparaison, puis on te dit, on tutoie, et on dit, est-ce que tu veux que je l'achète pour toi? Bon. Et donc, on a une accélération de ce mode de distribution, de ce format de distribution. On ne viendra pas en arrière, on va accélérer. Voilà. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on n'en parle pas dans l'affaire Chine, on n'en parle pas dans... C'est qu'en fait, ça va être une modalité relationnelle, client-plateforme, et après avec des modes de délivrance différents. Ça peut être click and collect, aller dans un casier. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça va changer pour l'économie française. Ouais. Ça va avoir un très gros impact. Parce que d'abord, nous sommes... on est quelques-uns à être en avance et prêts à fighter avec eux. Amazon n'a même pas peur chez Leclerc. On est allé à San Francisco depuis 15 ans, à Seattle, on regarde comment ça fonctionne. On s'est doté des outils capables de faire ça. Nous, Leclerc, nous devenons une entreprise multicanale. Ça veut dire que notre navire amiral reste l'hypermarché. De toute façon, c'est le showroom de notre offre. C'est le hub où se retrouvent les gens et les clients. Dans une ville moyenne française, il n'y a pas d'autres activités sociales, pas beaucoup. Il n'y a pas moins de fréquentation? Non, pas du tout. Il n'y a pas moins de clients chez Leclerc, malgré ce que vous... Dans les très grands hyper, oui, mais dans nos surfaces, les hyper U de Vendée, je veux parler des autres aussi, l'hypermarché chez nous est le navire amiral. Et le prix de l'hypermarché, qui est le moins cher, nous l'appliquons sur l'Internet. C'est le même prix chez Leclerc sur l'Internet, sur la livraison à domicile, sur le drive et sur les lockers ou dans l'hypermarché. Vous dites 25% des achats se feront en ligne en 2000. Oh bah là, dans les 5 ans. Dans les 5 ans qui viennent. Ouais. Et vous dites, nous, on en sera. Alors, on ne perdra pas de clients. Nous, notre réponse à ça, c'est pour vous dire, alors notre réponse corporatiste, notre réponse d'entreprise, c'est que nous allons ouvrir tous ces créneaux et ces formats, nous les avons ouverts, et nous les piloterons au gré de la compétition de nos concurrents. Mais alors, quelles conséquences sur l'économie française? Par exemple, sur l'aménagement du territoire. Ouais. Quand la classe politique reste dans le... quand les politiques qui sont assez déconnectés du terrain depuis la loi sur
On appelle Egalim ça Non, la loi sur les cumuls. Non-cumul des mandats. Non-cumul des mandats. On n'a pas beaucoup à l'Assemblée nationale de garçons et de femmes qui ont géré une cantine ou qui ont géré des implantations dans une ville. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que quand on vous dit c'est le retour de la proximité, moi, je ne suis pas sûr. D'abord parce qu'ils ont fait en sorte que dans les villes, on ne puisse pas acheter en masse et donc les voitures ne peuvent pas rentrer. Il y a des paiements et puis on ne se balade pas avec 80 €. Il n'y a plus de filet, mais on ne se balade pas avec 80 € au bout des bras. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toujours un Deliveroo ou un Uber qui vous passe devant. Et donc, qu'est-ce que c'est que la proximité quand il y a autant de mobilité? Vous voyez, sur l'aménagement du territoire, sur l'aménagement des villes, on s'étonne de voir autant de commerçants. C'est une fatalité, la fermeture des commerces en centre-ville? Non, rien n'est fatal. J'explique l'impact. Ouais. Écoutez, donnez-moi juste le temps que le politique ne se donne pas. Ouais. C'est que ces formes de commerce induisent des mobilités libres. Le consommateur est libre, il choisit son canal de distribution et en fait, donc, les aménageurs, il faut qu'ils arrêtent de penser qu'on va mettre les consommateurs là, les industriels là dans la zone industrielle et les services publics là, quoi. Ces nouvelles formes de délivrance, non pas simplement de produits, mais même de services, les locations de voitures et tout, vont être un peu partout. Parce que même si on vous disait que l'Europe-Car était à la gare avant, aujourd'hui, vous avez des petites start-up qui vont vous amener votre voiture à domicile. Donc, ça impacte nos modalités de vie, pas forcément en mal. Ça donne de la facilité aux consommateurs. Et donc, il faut réfléchir pour chaque métier comment on va réagir et quelle sera la meilleure réaction. Et aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde a peur plutôt que de se mettre en position d'attraper l'opportunité. C'est ça que je veux dire. On vous posera la question tout à l'heure de savoir si vous voulez être acteur, justement, au-delà des centres Leclerc, mais le temps passe. Il nous reste 30 minutes d'émission. Dans un instant, on va parler du Mercosur. Julien Arnaud va nous rejoindre. D'abord, la crise des agriculteurs, l'épidémie de dermatose noculaire avec la colère donc, contre l'abattage. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur le prix de la viande ? Comme c'est Thierry Cotillard, votre alter ego d'Intermarché, qui rappelait que l'an dernier, il y avait eu 15 à 20% d'augmentation sur les prix après une série d'abattages. Oui, je pense que ça va faire du mal aux revenus des éleveurs de viande et puis sur le prix du cheptel des laitiers. Il faut résoudre cette affaire très vite. Je le dis discrètement et gentiment aux leaders syndicaux, parce qu'il y a une bataille syndicale derrière sur le discours de la méthode, sur vaccination ou pas vaccination. C'est-à-dire surtout abattage ou pas abattage. En fait, on ne parle pas des mêmes éleveurs, on ne parle pas des mêmes types d'agriculture, et ça n'a pas les mêmes conséquences de vacciner. Vacciner, c'est avoir des conséquences sur l'export, et donc c'est les grands éleveurs export, voire ceux qui font balader leurs bœufs pour être engraissés ici ou leurs veaux. C'est cette économie-là qui serait touchée par la vaccination, alors que le petit producteur qui est dans l'économie vivrière, il ne voit pas les choses de la même manière. Et puis, il a un rapport affectif à son métier qui est différent de celui qui exporte. Donc moi, je pense il y a une surenchère syndicale dans cette affaire. Enfin, en tout cas, ça explique les différences de position. Et moi, je ne suis pas vétérinaire, je ne sais pas vous dire quelle est la bonne méthode. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que toutes les régions françaises, qui sont tous les acteurs de la consommation française, sont en train de fermer leur région pour qu'il n'y ait pas de bêtes polluées, toxiques, qui rentrent dans ces régions-là. La Bretagne est une région d'abattage, c'est une région d'élevage. Thierry Cotillard, il y a tous les agro-industries d'Intermarché. C'est évident qu'on n'a pas envie de voir passer cette... C'est fermé, Bretagne. C'est fermé. Ouais. Cette crise, elle est bien gérée. Vous ne pensez pas que la réaction du gouvernement est bien tardive, Les syndicats sont très en colère, notamment contre la mise de l'agriculture à Nîmes-Genvar. Bon, on aurait pu l'éviter. C'est-à-dire qu'on peut accuser le gouvernement, mais on peut aussi accuser les professionnels. Enfin, tombons pas dans le réseau social. Non, mais la campagne de vaccination était réclamée depuis déjà un certain temps, depuis plus de 6 mois. Oui, mais je vous l'ai dit, vaccination, c'est la perte d'une année d'exportation. Oui. Et pour le coup, même l'argument de la Confédération paysanne ou de la coordination rurale, il est valable. Il faudra des années pour refaire
un troupeau national. Donc, ce qui est vrai pour le plan régional est vrai pour le national. Je ne suis pas vétérinaire. Je connais un peu, pour avoir été mari d'agricultrice et qui était éleveuse. Elle était éleveuse ou oui, pas vétérinaire, elle était éleveuse. Oui. Et donc, quand vous perdez un troupeau, c'est très dur à remonter. Donc, je compatis, je comprends la colère, le désarroi des gens, mais c'est encore pire si on laisse cette maladie s'étendre, quoi. Ouais. Julien Arnaud nous a rejoint. Bonjour mon cher Julien. Bonjour Elisabeth. Vos questions du tac au tac et dans un instant on parlera du Mercosur. Mais d'abord. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. C'est les questions TikTok ou tac au tac? Tac au tac. Les producteurs de chou-fleur sont confrontés à une crise de la surproduction. Vous êtes né dans le Finistère, en Bretagne, région qui produit près de 80% des chou-fleurs français, et vous deviez instaurer le prix coûtant. Pas de marge sur le chou-fleur. C'est chose faite? Oui. Depuis quand? En fait, il y a eu une négociation avec les producteurs, parce que quand vous vendez trop bas, ils trouvent que ça casse le marché. Là, et ils ne discutent pas forcément avec leur organisation, qui nous demande de faire du dégagement. Donc, ça fait 15 jours, là. Il y a une opération qui a été lancée à l'initiative de Karine Le Marchand, suite au dernier salon de l'agriculture. Voilà. Ils étaient à 0,99, quelque chose comme ça. Depuis, le cours du chou-fleur augmente et on doit plus être aux alentours de 1,40, 1,50 aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas pour nourrir le producteur de chou-fleur. Moi, je suis né effectivement du côté à Landerneau. C'était la gare d'embarquement des chou-fleurs de Saint-Paul-de-Léon et de la CICA de Saint-Paul-de-Léon pour Paris. J'ai mangé du chou-fleur et de la feuille d'artichaut toute ma vie. Matin, midi et soir presque. Ouais. Vous allez voir une de vos premières apparitions dans un reportage de TF1. Nous sommes en 1990. Ah oui. Vous envisagez alors de fermer des centres Leclerc à la suite d'incidents entre des jeunes et des vigiles de vos magasins en région parisienne. Archive. Et on ne veut pas être l'otage de quartiers mal conçus, de sortes de ghettos dans lesquels les jeunes s'ennuient et être victimes notamment d'une petite minorité de casseurs, mais qui font fuir les consommateurs et qui empêchent les salariés de travailler dans de bonnes conditions. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça, c'est du temps d'Harlem Désir. Oui. SOS Racisme. Comment? SOS Racisme, Harlem. Non, c'est avant SOS Racisme. Ouais, on avait fermé les Mureaux et la dalle d'Argenteuil. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, vous pourriez fermer aussi des magasins à cause des chauffourées, de tensions, ou le nouveau sujet qui est un fléau, le narcotrafic? Bien sûr. Est-ce que ça arrive sur vos parkings, par exemple, des points de deal? Est-ce que vous avez des employés qui ont peur de se rendre au travail chez vous à cause des narcotrafics? Alors aujourd'hui, on est dans des systèmes de sécurité, des mises en place de systèmes de protection et de sécurité, mais s'il faut fermer, on fermera, oui. D'accord. Et donc vous n'avez pas, vous, ce type de non pas de désagrément, de remontée, de problème, de réalité non, pas toxique, trop, mais parce que vous avez vu récemment l'entreprise qui a dû déménager. On les a anticipés. Et quand j'ai fermé les Mureaux, moi je me rappelle, je ne m'y attendais pas. J'étais un jeune branleur là, dans le monde de l'entreprise. Je vois arriver, ma porte s'ouvre, c'était pas Lise Lucet à l'époque, hein, donc c'était... et en fait, c'est Harlem Désir qui arrive avec des caméras, peut-être de France 2, je ne sais plus, et qui me dit... je ne le connais pas, en plus, il ne se présente pas et il me dit un supermarché s'en va et c'est toute la vie du village qui s'en va. Et moi je me suis dit qui est ce poète? Et en fait, par contre, c'est les salariés qui étaient menacés. Hein. C'était vraiment les hôtesses de caisse ou les hôtes de caisse, quand elles rentraient chez elles, elles étaient et puis sur la dalle d'Argenteuil, ça cognait dur. Alors on enchaîne. Donc on avait arrêté. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non. Je me rappelle des longues séances de dédicaces de Nicolas Sarkozy dans certains de vos centres Leclerc pour ses précédents ouvrages. Est-ce que ça sera le cas pour le nouveau, le journal d'un prisonnier, ou bien vous dites plus de politique dans les librairies Leclerc parce que trop sensible? On voit que des libraires indépendants, eux, sont menacés, tagués parce qu'ils reçoivent des hommes et des femmes politiques. Chaque libraire chez nous fait comme il veut, c'est lui qui gère la relation avec ses lecteurs. Pas de tension qui vous il y a des libraires qui sont au contraire, qui profitent de ce débat politique pour relancer le livre, parce qu'ils savent que on arrive quand même aux dernières années fastes de l'édition et du livre papier. Et donc là, il y a profusion de livres politiques et géopolitiques. Vous me posez la question parce qu'il y a 2 livres de droite qui sortent là, mais dans François Hollande, quand il vient dédicacer à Saint-Brieuc, il y a une queue de 500 mètres, quoi. Donc, mais vous les poursuivez dans vos centres Leclerc, il n'y a pas de problème? Je laisse les libraires organiser. Ça dépend des climats de tension qu'il y a autour, de l'acceptabilité, l'acceptabilité. Ouais. Dernière question, il y a 40 ans, le 21 décembre 1985, jour pour jour, Coluche filait un rencard à ceux qui n'ont rien. L'humoriste s'installe sur un terrain vague à Gennevilliers, un chapiteau
bientôt le début des Restos du Cœur. L'année dernière, 163 millions de repas distribués. Comment vous, patron, vous les aidez? Par les banques alimentaires. On distribue quelque chose comme l'équivalent de 26 millions de repas à nous, Leclerc. On doit être les premiers contributeurs. En tout cas, si ce n'est pas nous, c'est Leclerc et Carrefour. On est les premiers contributeurs des banques alimentaires. Ce qui reste un triste anniversaire, 40 ans. Ce qui reste un triste anniversaire. Merci beaucoup. Merci Julien Arnaud. Le Mercosur, gros dossier sur la table des Européens. Arlette. Vous appuyez la position du gouvernement français. Aidé par l'Italie, la France a obtenu un délai supplémentaire pour négocier ce qu'on appelle les clauses miroirs, c'est-à-dire que les mêmes contraintes, les mêmes normes soient imposées aux éleveurs argentins, brésiliens qu'aux éleveurs français. Vous dites oui, très bien, la France ne doit pas céder. Vous dites même on ne va pas refaire les mêmes bêtises, on va dire. Je ne suis pas sûr que vous employez ce mot, mais bêtises qu'on a fait avec Chine. C'est ça. Oui. Il y a deux sujets, en fait, sans être long. Je vois votre regard. Il y a deux sujets. Il y a le premier qui est que les gens... que tous ceux qui pensent que cet accord est bénéfique ne s'expriment pas. Moi, je ne sais pas, mais même dans l'agroalimentaire, ce qu'on appelle l'agroalimentaire premium, transformé, les Lactalis, je ne comprends pas que Saint-Afrique, le patron de Danone, que Hieronymus de L'Oréal, les parfumeurs, tout le monde, tous ces gens... Mais comment vous expliquez qu'ils ne prennent pas la parole? Non, je vous dis, je ne comprends pas. Moi, je viens devant vous, je viens parler, c'est des bonnes boîtes, c'est des boîtes qui créent des emplois, elles se portent bien. Pourquoi ils ne viennent pas défendre ce traité alors qu'en privé... Beaucoup de chefs d'entreprise, de Naval Group, de la pharmacie, trouvent que c'est important qu'on le signe. Face à l'incertitude sur l'agriculture qu'on pourrait lever d'une certaine manière, les promoteurs positifs de ce traité ne se montrent pas. Vous le regrettez? Bah oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de débat et donc on ferme la boîte. Il n'y a pas de combat. Il n'y a personne pour le porter. Et comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. Je sais pas. Peur justement d'être vilipendé, d'être stigmatisé. Non, mais vous comprenez, vous pouvez avoir raison, mais si un traité n'est pas porté, construit, avec combien de divisions dirait le pape pour y aller, c'est pas la peine. On ne va pas signer un traité pour ne pas y aller. Mais si on me dit il y a des sous-marins à vendre à l'Argentine, c'est quand même idiot de le laisser aux Canadiens et qui nous ont fait le coup déjà avec les Anglais de nous piquer le marché de l'Australie. Si l'Amérique latine est amoureuse de l'Europe, l'Amérique latine aime l'Europe. Elle n'entend qu'aujourd'hui, Mercosur, tu vends de la merde, tu vends du poulet aux hormones, de la viande, machin, etc. D'abord, on est en train de casser ce lien. Et ensuite, on a un échange au niveau de du soft power qui est très fort. Les latinos, ils sont d'Europe. Et donc, on est incapable d'exprimer une raison de ne pas signer. C'est une critique d'Emmanuel Macron, pardon. Ce que vous dites, c'est que le président de la République ne fait pas le boulot. Il défend que des agriculteurs qui ont à perdre, mais il ne parle pas notamment des marchés économiques qui peuvent s'ouvrir à d'autres. Alors, l'anti-macronisme, c'est un exutoire d'explication. C'est un ersatz. Parce qu'en fait, c'est aux industriels, aujourd'hui, d'exprimer tout l'intérêt pour l'économie française, pour l'emploi français, pour les consommateurs français. Il y a un esprit de défaite, je veux dire. Ouais, on n'est pas conquérant. On n'est pas conquérant. Voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on répond qu'est-ce que disent la FNSEA? Ils disent, ils respectent pas nos normes. Mais en même temps, au MEDEF et ailleurs, on dit, nous avons trop de normes. On dit de Chine, ils respectent pas nos normes. Et on dit, on a trop de normes. Attendez, vous voyez, tout ramener à la fiscalité, mettre des taxes sur les produits chinois, je ne suis pas contre, il faut apprendre à négocier, moi je suis un négociateur, j'aurais mis depuis longtemps des taxes. Ah oui, beaucoup plus élevées. Mais ce n'est pas la taxe qui va tirer la qualité vers le haut. Donc, moi je suis un libéral, je suis pour le marché, mais je suis pour que l'État reprenne son rôle régalien, d'édicter la norme, de la simplifier, bien sûr, on est contre la bureaucratie, etc., mais de dire la norme en dessous duquel on ne veut pas que les Français aient de la merde, quoi. On veut qu'ils soient bien habillés, et tout ça. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a personne dans la vie publique, à droite et à gauche, pour dire, eh ben voilà, France 2035, COP21, France 2035, on veut
outre le Nutri-Score pour l'alimentation, outre l'interdiction des hormones, des OGM, etc. Ça, c'est déjà fait. On va faire. Ouais, non, c'est sur le papier. Et alors, quand on nous dit que la direction des fraudes n'a pas les moyens ou ne peut pas aller contrôler les colis, mais c'est pipeau, quoi. Devant la télé, il y a les moyens. Hein, donc, franchement, on a eu le même problème pour les. Vous vous en rappelez pas, mais pour l'importation des masques pendant le Covid. En fait, c'est pas compliqué de faire atterrir des avions et de faire déposer dans des entrepôts et de faire des contrôles. Qu'on comprenne bien, Michel Edouard, car selon vous, la France a plus à gagner qu'à perdre si il y a un accord qui est conclu avec les pays membres du Mercosur. On a plus à gagner à être conquérant. Si on ne va pas... Pas conquérant, mais au bout du compte, si c'est signé, on perd ou on gagne? Moi, je pense que... non, c'est pas comme ça. La France, elle gagne un accord, on signe un accord et ça se construit sur 15 ans. Oui. Donc, il faut des acteurs, il faut des guerriers. Voilà. Donc, si vous dites, je ne vais pas vers la Chine, je ne vais pas vers l'Amérique latine, l'Amérique ne veut pas de moi, tout seul, excusez-moi, mais on ne va pas faire grand-chose. Donc, je résume, entre ceux qui ont intérêt, vous le disiez, parce que ceux qui exportent, ce sont effectivement, on peut exporter du lait, il y a aussi un volet industriel, c'est 80% d'échanges industriels entre les pays européens, l'Union européenne et les pays membres du Mercosur. C'est 20% de l'agriculture, si j'ai bien compris. Moi, président. Oui. Alors, vous direz quoi? Moi, président, je réunirai tous les acteurs potentiellement importateurs d'Amérique du Sud. L'accord ne porte pas sur tous les pays d'Amérique du Sud, hein, mais je les réunirai. Je mettrai la grande distribution, mais je mettrai l'industrie agroalimentaire, j'inviterai à l'Élysée la restauration, tout Rungis, et je leur ferai signer un accord qui sécuriserait... ça vaudrait ce que ça vaudrait, mais politiquement et devant le public et devant les agriculteurs, ce serait un engagement pour dire qu'on n'augmenterait pas substantiellement nos importations, et en tout cas aucune importation hors norme exigée par les producteurs français. Mais moi, politique, je ferai ça. Et vous signez au bout du compte? Vous signez au bout du compte? Ça va être signé. Mais ça, va être signé. Voilà, signé. Non, mais ça ne va pas être signé par nous. Non, mais ça va être signé. La France finira par signer. Est-ce que vous pensez vraiment que cet accord, il a encore un avenir? Le Brésil est très allant sur le Mercosur. Le Brésil n'aura plus la présidence face au accord. À partir de janvier, ce sera le Paraguay qui est plus distant sur Pardon. Ok. Si les pays européens veulent le signer, ce sera sans la France. Voilà. Ok. Et nous, on aura ramé un peu pour redire on ne pouvait pas faire autrement, c'était politique et tout. Et si c'est pas signé, de toute façon, c'est les Chinois qui vont vendre leurs voitures. C'est les Canadiens et les Anglais qui vont vendre leurs sous-marins. Ce sont les Américains qui vont... mais c'est incroyable. Donc on a plus à gagner, c'est ce qu'on a compris quand même, qu'à signer. Il faut protéger notre agriculture et il faut protéger notre cadre de vie et nos modalités de consommation, nos modes de consommation, en faisant respecter les normes qu'on ne veut pas importer de là-bas. Et ça, à mon avis, c'est pas infaisable. Mais de l'autre côté, c'est pas à moi de plaider pour les industriels qui doivent être porteurs de ce projet, vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi, on va m'envoyer les agriculteurs sur les parkings, c'est tout ce qu'on va faire. Moi, je suis stupéfait de voir que les industriels français de l'automobile, de l'aéronautique, tout ça, ils y vont pas, quoi. Oui, c'est bien entendu. Le message est passé. Mobilisez-vous et protégez les Français avec un accord qui, de toute façon, sera signé. Chine. Et si c'est pas signé, ce sera le marché des autres. On va parler de la Chine. Vous venez de nous dire qu'on ne pouvait pas se couper de la Chine. Mais vous, combien de produits chinois vous achetez? 96% du textile français, de même des marques françaises, sont chinois ou indo-pacifiques. D'accord? Donc, aujourd'hui... depuis 40 ans, tous les industriels du textile, du vêtement et même du prêt-à-porter incorporent ou font fabriquer essentiellement sur cette zone indo-pacifique. Ça fait 40 ans. Le combat des centres Leclerc qui nous a fait connaître, c'est que les grandes marques françaises, même les grandes marques populaires, on était obligé de leur faire procès en refus de vente parce qu'elles ne voulaient pas qu'on les ait en magasin alors qu'elles les produisaient pas cher. Par exemple, on va prendre les jouets. On va en parler parce que les normes, vous en avez parlé, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, Arlette, il y a 90% des jouets sur les plateformes e-commerce qui sont non conformes à la réglementation française. 60% dangereuses. C'est la DGCCRF qui la Direction Générale attendez. des contrôles. Faisons pas non plus du TikTok. Si c'est vrai... D'abord, je ne suis pas sûr qu'Amélie de Montchanin ait dit ça comme ça. Mais, et je ne sais pas sur combien portaient les contrôles et tout ça. Donc, ne faisons pas de procès d'intention. Mais si c'est vrai, il faut le dire. De quoi vous parlez, si c'est vrai? Si c'est vrai que les produits ne sont pas conformes,
la législation française, la direction des fraudes a tous les moyens de virer des produits non conformes. Un restaurant avant Noël qui ne sera pas propre, on va le faire fermer. Un jouet qui n'est pas conforme dans un centre Leclerc, un Carrefour et tout, on va recevoir, et d'ailleurs ça se fait presque. Et vous en avez, vous pensez que vous avez des jouets non conformes? Mais tous les 2 jours, on retire des produits. C'est le principe de précaution. C'est le principe de précaution qui a été validé dans la loi du plomb, paradoxalement. C'est Chirac qui avait lancé ça. Et donc aujourd'hui, tous les 2 jours, dès qu'il y a une suspicion de problème sur un produit, on doit le retirer. Et pratiquement tous les 2 jours, on retire un produit, d'accord ? Pour des raisons sanitaires, pour des raisons de non-conformité. On voit après quel est le sujet, mais on retire d'abord. Et d'ailleurs, on a des logiciels qui ferment aux caisses la lecture du prix de l'article pour qu'il ne sorte pas du magasin. Ça, c'est dans toute la distribution française. Donc je reviens à, si c'est vrai que tous ces jouets, 90% des produits ne sont pas conformes. Sur les sites de e-commerce, c'est les plateformes de e-commerce. Il faut les retirer, si c'est vrai. Parce que pourquoi vous dites si c'est vrai? D'un côté, on dit si c'est vrai, puis de l'autre côté, on dit qu'on n'a pas le moyen de le contrôler. Ouais. Moi, je ne sais pas. Vous dites qu'il y a un loup, là. Il y a un loup entre le chiffre qu'on balance. Et ça sert à quoi? Pourquoi il y aura un loup? Parce que d'abord, ça a pris tout le monde en défaut. D'abord, on n'en parle que depuis... Avant l'histoire des poupées, c'est l'histoire de la reprise du BHV qui a déclenché une réaction corporatiste. Des vendeurs de textiles, tout ça. Des vendeurs de textiles qui achetaient déjà à Chine ou qui achetaient déjà en Chine. Mais Chine et Temu sont en France, parmi les marques les plus cotées des Français, depuis 6 ans. Donc si vraiment ils vendent de la merde, ça fait 6 ans que la direction... Mieux vaut tard que jamais, vous pourriez dire. Mieux vaut tard que jamais. Allez, ça fait 6 ans que l'administration des fraudes n'a pas retiré ses produits. On vous a posé la question express en tout début d'émission concernant l'appel du ministre Serge Papin pour que la plateforme Chine soit interdite en France suite au scandale des poupées sexuelles. Vous avez dit que ça ne sert à rien cet appel et vous avez même dit que le gouvernement s'y prend comme un manche. Vous pouvez développer un petit peu? Oui, parce que c'est un problème de droit. Quand vous attaquez une boîte en référé, c'est une notion d'urgence et de danger public. À partir du moment où Chine a fermé l'entièreté de sa place de commerce et a reconnu son erreur et a évincé ces quelques produits, automatiquement, on n'est plus dans le référé. Donc c'était bizarre de produire. Bon, c'était médiatique. Après, par contre, l'action qui est menée par la Commission européenne avec l'ensemble des commerçants français... Attendez, c'est de la com, ce que fait le gouvernement? Oui, bien sûr. Oui. Quand ils vont c'est Serge Papin, votre ancien copain de système, ministre du Commerce. Oui, mais je ne cherche pas la polémique avec lui. C'est juste... Lui, il arrive, donc de toute façon, je ne vais pas lui reprocher... Non, mais il est très engagé dans ce combat. Il en a fait lui, vraiment... il arrive. Je ne vais pas lui reprocher de ne pas avoir été là il y a 6 ans. Donc, il arrive, il reçoit un dossier, il doit s'en débrouiller. Donc je ne lui fais procès de rien. Mais par contre, c'est assez bizarre que l'État fasse un procès en référé pour suspendre quelque chose qui existe depuis 6 ans et hyper, quoi. Bon. Par contre, l'action européenne qui a été menée par d'autres commerçants et à l'échelle européenne, là, elle est plus sur le fond, c'est le non-respect des normes. Et c'est donc un procès en adéquation de ce que fait Chine avec les orientations qu'a pris la politique européenne de protection des consommateurs. Ça, c'est du sérieux, c'est plus lourd. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous voyez bien, la Chine est en train de construire un entrepôt en Pologne de 70 000 mètres carrés. Il n'y a pas de manifestants avec des pancartes, quoi. Donc... Et donc il y a quelque chose qui fait qu'en France, il y a eu une hystérie à un moment donné, au moment du BHV. C'est là où j'ai dit que ça déconnait. Que Chine paye ses turpitudes, c'est une chose. Et pour tout commerçant qui vend les poupées sexuelles... oui, c'est ça. Je vous dis qui paye pour ça, c'est une chose. Mais par contre, je reviens à ce que j'ai dit au début de cette émission, que cette polémique ne nous fasse pas oublier que Chine n'est que le premier et l'avant-garde d'un système très opérationnel, basé sur l'intelligence artificielle, des économies de stockage, des rapidités de livraison, qui vont révolutionner le web commerce. Est-ce qu'il faut, face aux produits chinois, muscler son jeu sur les taxes? Oui. Mais vraiment faire à la Trump, du 100%. Là, il faut qu'ils prennent des gens de chez Carrefour, chez Leclerc ou de chez Intermarché pour les négocier avec les Chinois. Là. Ouais, et vous feriez quoi?
On négocierait, on sait faire ça. Mais vous négocieriez avec les Chinois. Oui, Et mais on vous, le fait. vous leur imposeriez des taxes beaucoup plus fortes aux frontières Les pour Chinois, protéger le marché européen. Les Chinois, c'est pas les Chinois. Ce sont des entrepreneurs chinois. Il faut arrêter ces espèces d'agglomérations. Et les Européens, c'est pas les Européens. C'est pas pareil en France et en Allemagne et en Italie. Donc, les entrepreneurs chinois, aujourd'hui, feront tout pour venir sur le marché européen. D'accord ? Ils sont sur le marché mondial. Et donc, les exigences qu'on peut attendre d'eux sont audibles pour un entrepreneur chinois. Que ce soit à niveau de taxes, je vous annonce ici que tous nos produits textiles, 7000 références à marque Tisaya, que ce soit produits en France, produits en Europe, 20%, ou produits en Asie, vont tous, à partir de début janvier, afficher leurs conditions environnementales, leurs audits sociaux et leurs émissions carbone, le poids des émissions carbone. Il y aura un QR code sur chaque article et le consommateur pourra surveiller notre engagement, notre promesse, d'ici 2035, de diminuer de moitié le poids carbone de chacun de ces articles, ou en tout cas de l'ensemble de ces articles. C'est une annonce que et donc, vous voyez, les entrepreneurs chinois ont accepté ça. Alors, donc, l'entrepreneur chinois, c'est pas un mec derrière une forteresse et le Parti communiste. C'est un pays avec des entrepreneurs et avec une jeunesse qui a envie d'être de la société de consommation moderne différente. Simplement, ils n'ont pas eu à gérer la rente de la transition. Ils n'avaient pas de bagnole, ils arrivent directement à la voiture électrique, ça ne leur pose pas de problème. Ils n'avaient pas de téléphone mobile, ils passent au mobile et à Instagram, ils en abusent, mais ils n'ont pas de problème. L'agilité chinoise est très impressionnante, mais il faut quand même se protéger face justement à leurs ambitions. Et vous nous avez dit comment vous faisiez à partir de la rentrée sur la question environnementale. Il nous reste quelques minutes pour parler de la situation politique, mais d'abord à propos de la fiscalité, puisqu'on a beaucoup parlé cet automne. Arlette. Vous payez beaucoup d'impôts, mais c'est normal parce que vous gagnez beaucoup d'argent. Mais c'est trop pour vous Alors, j'en ai un chiffre sous les yeux. Ouais. 309 000 impôts, c'est ça ? Oui. Au total, entre l'impôt sur le revenu... Sur les 5 dernières années, j'ai payé IRPP 300 et quelques mille. Alors, et c'est trop ou et avec l'IFI, l'impôt sur les 50 000 d'IFI, oui. Je suis transparent, je donne... Pourquoi ? D'ailleurs, parce que je me rends compte que quand je donne les impôts, plus personne ne me les demande. Ça, c'est pas faux. Hein. C'est comme dirait M. de la Palisse, donc c'est pas faux. Donc ça, c'est fait, d'une certaine façon. Mais vous voyez, ce qui est un sujet de curiosité récurrent, une fois que vous avez répondu, ça n'entraîne plus rien, quoi. Mais vous ne rejoignez pas la masse des chefs d'entreprise qui disent on est écrasé de taxes, on paye trop d'impôts. Ça a été tout le débat sur le budget. C'est pas fini, on en reparlera encore, ces taxes. Vous dites c'est normal, je gagne de l'argent, je paye. C'était peut-être un peu l'explication de votre différend avec un certain Bernard Arnault il y a quelques mois, mais en gros, vous vous dites, ouais, c'est normal, je paye. Il y a 3 sujets sur l'impôt. Il y a l'impôt où on va taper les gens pour mettre dans un seau dont on n'a pas bouché les trous. Oui. Ça, je redis, c'est idiot. L'année d'après, ils seront plus là. Ils seront partis au Luxembourg, à Monaco, comme tous nos sportifs et tout ça. Donc, je trouve ça bête d'aller, même moi, de payer cher quelque chose qui va être gaspillé. Première chose. Et donc, qu'on fasse d'abord les économies, qu'on bouche les trous. En fait, on ne parle pas beaucoup d'économie. Et là, je suis solidaire de ce monde d'entrepreneurs qui dit on veut bien payer, mais d'abord, vous bouchez les trous, c'est quand même pas nous qui avons fait les trous. Bon, enfin, ils ont peut-être contribué, mais en tout cas, il faut boucher les trous. Deuxième sujet, c'est que si c'est pour une politique sociale, alors à ce moment, on met tout sur la table et on regarde les barèmes, on regarde tout le monde, et ça fait sens d'avoir une politique sociale. Il nous reste 3 minutes. Et je suis de formation social-démocrate. Ouais. Je pense qu'il y a trop de pauvreté en France. Il faut avoir une politique contre la pauvreté et qu'on partage mieux les produits à titre personnel. C'est pas l'entreprise. Qu'on partage mieux les produits de ce qu'on a gagné, ça me va. Après, les entreprises elles-mêmes.
il ne faut pas les alourdir. Si déjà il y a des écarts de compétitivité avec nos voisins, ce n'est pas les entreprises qu'il faut taxer. Michel-Édouard Leclerc, ça ressemble à un programme, non, Olivier? Exactement. Une question qui revient quasiment systématiquement quand on vous interroge, c'est la question de votre candidature à la prochaine présidentielle. Vous maintenez une forme d'ambiguïté que vous avez encore maintenue aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure « moi président » et il y a quelques instants, vous avez dit « laissez Carrefour, Leclerc, Auchan mener les discussions avec les Chinois ». Vous pouvez un peu nous en dire concrètement? Vous êtes candidat ou pas alors? Non, non, je ne suis pas candidat. Quand je dis ça, c'est pourquoi vous maintenez cette ambiguïté alors? Je prône c'est vous qui dites que je maintenais cette ambiguïté, parce que j'ai eu beau m'en dédire, ça se dit? Ouais. Je parle ségolénien là. Ouais, j'ai eu beau m'en dédire, la question me sera posée jusqu'en 2027. Hein, donc j'ai pigé. Ok. Et donc du coup, j'en profite aussi pour réclamer un rapport entreprise et décideurs publics qui soit plus transparent et plus fréquent. Moi, aujourd'hui, j'ai en face de moi à l'Assemblée nationale des députés qui mettent en scène des auditions, mais qui servent à rien, quoi. C'est 4 questions, une réponse, 1 minute. Et donc, je suis pour que le public, les décideurs publics comprennent qu'il y a dans nos entreprises des gens qui peuvent faire un boulot extra, y compris pour les accompagner dans les négos internationales. Je voudrais aussi... Alors, c'est fini. Bon, voilà, je voudrais plus de décentralisation pour que quand Paris est bloqué, gouvernement, Parlement, dans les régions, on puisse expérimenter, avancer. Michel-Édouard Leclerc. Je voudrais un rapport entre le public et le privé, entre les décideurs publics, qui soit plus respectueux et aussi plus construit pour être plus conquérant, une France conquérante. Il reste, on revient oui-non. Pour 2 questions. Vous avez finalement dîné avec Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché. Oui. Vous avez mangé de la viande? Non. Non. On savait à propos de la pub de Noël, vous aviez dit que c'était formidable et vous avez dîné là, ça y est, avec lui, c'est fait. Pas de viande. Non, on a mangé du poisson. Et en fait, c'est un jeu. On s'aime bien. Vous savez, contrairement au Parlement, aux partis et politiques au Parlement, où ils se tapent dessus et ils s'envoient des fleurs, moi je suis très concurrent d'Intermarché, de Système U ou de Carrefour. Mais Alexandre Bompard, Thierry, on est capable d'aller au cinéma ensemble, quoi. On se respecte, on aime nos métiers. Et donc vous êtes concurrents, mais vous êtes aussi un peu copains. Juste une question, j'emprunte à Olivier. Mais pas d'entente. Juste, oui, non. Il y en a certains qui commencent à anticiper la victoire du Rassemblement national en voyant comment ça pouvait avoir un impact sur leurs affaires. Est-ce que vous le faites? Anticiper la victoire du... Oui, bah oui, comme tout. Non, mais est-ce que vous pouvez discuter avec Jordan Bardella, par exemple, comme le font certains chefs d'entreprise? Je n'ai jamais rencontré Bardella, enfin plus exactement. Je les ai rencontrés dans les antichambres des chaînes de télévision. Hein, quand vous les invitez, ou si je passe après, voilà. Est-ce que ça aura un impact sur vos affaires? Mais par contre, et ils n'ont jamais manifesté l'intérêt de se rencontrer. Je connais Jean-Philippe Tanguy. Et je connais M. Chenu, qui était vice-président du Sénat. Il était de l'Assemblée. Oui. Et autrement, par contre, je rencontre partout, sur le plan local, on a 700 centres Leclerc, on a 1200 points de vente. Et donc, il y a du RN partout. Je ne demande pas à chaque élu qui vient inaugurer un magasin ou parler aux salariés sa carte politique. Hein. Merci. Et tant qu'ils sont élus de la République, moi, je respecte.